Bonjour, Madame Le Boutillier. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour l'ouverture de vos bureaux. Et là, le budget a été déposé et sans nécessairement avoir travaillé directement sur le budget, votre poste en tant que ministre du Revenu national fait que par la bande, là, vous participez un peu à ça, là. Bien, effectivement, je dirais qu'au niveau du... le budget est fait là, par le ministère des Finances et le Conseil du Trésor. Mais chacun des ministères, on a reçu, les gens se rappelleront qu'on a reçu dès peu après notre assermentation, nos lettres de mandat. Parce que chacun des ministères, on avait une obligation de déposer un plan d'action au mois de décembre. Et ce que moi j'ai fait au niveau là, de mon ministère. Et au mois de janvier, au retour de la période des fêtes, on devait chiffrer le plan d'action qu'on présentait. Puis j'ai été heureuse de constater qu'au niveau du ministère du Revenu national, on est allé chercher plus de 80% de ce qu'on a présenté au ministère des Finances. Donc, on va travailler beaucoup cette année comme le demandait la lettre de mandat, le service à la clientèle. On parlait d'humaniser les services, que les gens soient en mesure de recevoir des réponses lorsqu'on appelle au ministère du Revenu, parce qu'on avait beaucoup de plaintes à cet effet, que les gens, ça pouvait aller jusqu'à 10 fois où les gens appellent. Et le système téléphonique est désuet et les gens, là, lorsqu'il y a le message part parce qu'on ne peut pas avoir la ligne, puis à la fin du message, ça raccroche. Tu sais, là, au lieu d'avoir comme quand on se fait appeler par des institutions financières, dire, vous avez 5 minutes d'attente ou vous avez... Fait que je peux vous dire qu'après 10 fois, là, quelqu'un qui s'essaye, quand il réussit à parler à quelqu'un, des fois, c'était pas tellement courtois, là, comme... fait que vraiment, de travailler dans ce sens-là. Aussi... Et là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner quelqu'un qui peut répondre à la fin? Là, on va avoir des gens qui vont être embauchés pendant la période des impôts, plus de gens là, qui vont être embauchés pour justement faire en sorte qu'on soit en mesure là, de répondre beaucoup plus rapidement aux gens, mais en même temps, on doit travailler à mieux informatiser là, nos systèmes. Aussi, on devait travailler aussi tout ce qui touche abris fiscaux, paradis fiscal, travail au noir. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui a été alloué au ministère du Revenu pour justement faire en sorte que tout le monde paie sa juste part pour que ces argents-là, qui soient les argents qu'on réussit à ramasser au ministère du Revenu, sont après ça retournés dans les autres... s'en va au ministère du Trésor, puis c'est retourné dans les autres ministères. Ça fait que ça s'en va dans les infrastructures routières, ça s'en va en innovation, ça s'en va en éducation, ça s'en va en santé. Fait que c'est à ça que sert l'argent là, qu'on paie là, au niveau des impôts. Mais est-ce que vous êtes déjà dans des mesures à prendre au niveau fédéral pour contrer ce travail au noir-là? Est-ce qu'il y a déjà des choses? Oui, il y a déjà des mesures. Il y a déjà des mesures qui sont prises et on va aller encore plus loin. En 2015, on est allé chercher là, en abris fiscaux, paradis fiscaux et travail au noir, 11,5 milliards de dollars. Donc, puis ce qu'on disait, c'est que d'année en année, ça augmente. Et dans les demandes que le gouvernement nous a fait aussi, c'est qu'on a aussi chiffré là, nos objectifs, là, les objectifs qu'on se doit d'atteindre. Donc, ça, c'est... Et cet argent-là, est-ce que c'est majoritairement dans les entreprises, vous l'avez trouvé, ou c'est chez les particuliers? Parce que travail au noir, on parle en majorité, c'est au niveau des entreprises. Okay. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait. On entendait parler dans les abris fiscaux, puis les paradis fiscaux. C'est des dossiers qui sont complexes parce que là, on travaille... c'est des ententes avec des pays étrangers. Parce qu'on peut pas débarquer dans un autre pays en disant, écoutez, on s'en vient vérifier dans les banques, on s'en vient... Fait qu'il faut vraiment qu'il y ait des ententes qui se fassent
entre les pays. Et de plus en plus, il y a une belle collaboration justement entre les pays parce que tout le monde est à la recherche de ces fameux argents-là où on dit là, ces argents-là qui sont cachés puis qui doivent revenir, dans chacun des milieux. Vous avez une espèce de travail de surveillance, Oui. de policier, de chiffres, Oui, puis courage. de faire, puis comme j'apprenais il y a environ un mois passé qu'on avait 100 000, au-dessus de 100 000 personnes âgées qui n'avaient pas bénéficié du supplément du revenu garanti. Quand on parle du supplément du revenu garanti, là, on parle de nos personnes âgées les plus démunies, qui n'ont pas de fonds de pension, qui n'ont pas de REER, qui n'ont pas d'argent de placé, qui ont souvent, c'est des travailleurs saisonniers. Ils n'ont pas eu ça, pourquoi? Ils n'ont pas eu ça. Souvent, là, je vous dirais, puis ça, là, je porte vraiment là, une attention particulière. On a beaucoup de personnes âgées, des fois, qui vont faire leur rapport d'impôt par des personnes qui n'ont pas nécessairement toutes les connaissances, d'aller vers les bonnes personnes qui vont être en mesure là, de bien remplir nos documents pour justement pouvoir bénéficier de ces argents-là. Puis là, on parle là, quand même de beaucoup d'argent, puis il y a des gens au niveau du supplément du revenu garanti, où ça a été sur plusieurs années. Donc, actuellement, on est en train, au ministère du Revenu, là, on a la moitié plus de la moitié des 100 000 personnes là, qui ont reçu ces montants d'argent-là avec des intérêts. C'est parce que quand, comme personne, nous, on doit de l'argent au gouvernement, on doit avec des intérêts. Donc, quand le gouvernement doit de l'argent aux gens, c'est aussi avec les intérêts. Mais moi, de m'assurer aussi, avec les autres ministères, que ce ne soit pas comptabilisé comme un revenu et que quand la personne fait son rapport d'impôt, dire, bien écoutez, si c'est considéré comme un revenu supplémentaire, on va vous pénaliser cette année pour votre supplément du revenu garanti. Fait que là, on peut dire aux gens cette année de faire attention à cette case-là, qu'il y a un crédit d'impôt à aller chercher pour... puis d'aller chercher le supplément du revenu garanti, là, puis d'aller chercher vraiment là, les argents auxquels ils ont droit, là, puis d'aller vers des organisations où il y a des programmes de bénévoles qui sont des bénévoles qui sont formés par le ministère du Revenu qui vont aider là, à bien remplir les rapports d'impôt. Puis il y a d'autres organisations là, qui sont reconnues puis qui vont faire en sorte que les gens puissent bénéficier de ce à quoi ils ont droit. Puis vous, avec votre expérience sur le terrain, votre travail social, connaissant bien la population ici, vous savez que c'est sûrement quelque chose qui manque à plusieurs. C'est pour ça qu'on tient à le souligner. Exactement, parce que les suppléments du revenu garanti, c'est beaucoup dans les milieux où il y avait des travailleurs saisonniers, des gens, puis quand on regarde dans le comté comme le nôtre, des gens qui ont travaillé en forêt, en pêche, en tourisme, qui n'avaient pas comme je disais, là, qui n'avaient pas toutes les conditions là, pour ramasser des sous, ces gens-là ont droit à ce crédit d'impôt-là, au niveau du supplément du revenu garanti, d'aller le chercher. OK. Puis dans le nouveau budget aussi, on est allé avec l'allocation canadienne aux enfants. Puis là aussi, moi, là, je suis vraiment contente parce que ce que je remarquais au niveau du ministère du Revenu, c'est qu'on a beaucoup de petits programmes de crédit d'impôt que les gens n'utilisent pas parce que c'est complexe, c'est compliqué. Il faut ramasser les factures, puis la reddition de compte était énorme. Donc, on disait, oui, tu sais, ça paraît bien, il y a un crédit d'impôt, mais si les gens ne l'utilisent pas, ça sert absolument à rien. Ça fait qu'avec l'allocation canadienne aux enfants, au moins là, on s'attarde à ce que les gens, on parle d'un revenu familial brut de 45 000 par année. Ça fait quand les deux parents travaillent, là, c'est 22 500 $. C'est pas la mer à boire, là. Fait que les gens qui ont des enfants vont pouvoir bénéficier de cette allocation canadienne-là aux enfants. Fait que, il va y avoir l'abolition des autres petits crédits d'impôt, de toute façon, qui n'étaient pas utilisés. Et les parents, moi, je pense que les parents sont en mesure de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec l'argent pour que ça aille à leurs enfants. Ça fait que c'est une bonne mesure. Ça, c'est quelque chose qui va alléger là, le système de fiscalité, ce qui est préconisé là, au niveau du revenu pour enfants là, dans le nouveau budget. Ça allège la fiscalité, c'est simple, c'est automatique, ça se fait en fonction. Pourquoi ça commence au mois de juillet? Parce que c'est en fonction du rapport d'impôt qui est déposé là, pour 2015, là, qu'on traite au début 2016. Donc, à partir de juillet,
les familles ayant un revenu entre 45 000 et 180 000 puis plus tu montes vers le 180 000, plus ça diminue. Pour en arriver après, moi, je pense que si un revenu familial est de 180 000 et plus, tu es en moyen de t'occuper de tes enfants. Oui, tout à fait. Vous avez augmenté un petit peu les montants donnés par famille, justement, et moins tu en gagnes, plus tu reçois un peu plus du gouvernement. On parle de prestations régulières qui rentrent par mois. On parle de prestations pour les enfants handicapés qui demeurent. Oui. Il y avait aussi, je pense que je retrouve ça dans mes notes, il y avait une nouvelle prestation de compassion qui s'en venait peut-être. Qu'est-ce que c'est, ça? Compassion aussi, ça, c'est au niveau du dossier de l'assurance emploi, parce qu'on a commencé à faire des modifications aussi. Ça a été là, un dossier qui a été important là, au niveau de la Gaspésie. Donc, pour pouvoir aider les aidants naturels qui... que ce soit des enfants malades ou des parents malades. C'est ça. Ça fait que les personnes puissent bénéficier là, pendant une plus longue période là, de leur prestation d'assurance emploi pour pouvoir justement aider à la maison là, sans être pénalisé. On est passé de 2 semaines à 1 semaine d'attente aussi au niveau de l'assurance emploi. Il y a eu l'abolition des 920 heures pour arriver à 400 heures, là, ce qui est plus réaliste au niveau des régions. Mais aussi, il nous reste toujours à discuter là, de ce qui touche dans la région là, par rapport au fameux trou noir. Là. Ça fait qu'il y a d'autres discussions là, qui sont en cours. Actuellement, il y a des argents qui ont été alloués dans des milieux où on vit là, la crise pétrolière. OK. Actuellement, là, oui, j'ai remarqué, il y avait des places où est-ce que oui. Si tu travaillais tel secteur, tu avais droit à 5 semaines de plus de... C'est ça. Comme ça s'est fait à l'époque, ça a été aboli là, en 2012, mais ça s'était fait à l'époque, nous, on avait bénéficié parce qu'on avait eu la crise du poisson de fond, on avait eu la crise forestière, puis on a travaillé beaucoup là, à la diversification, là, un petit peu, travailler à la diversification économique des milieux. Mais là, actuellement, c'est qu'il y a d'autres secteurs là, qui sont en train de vivre vraiment là, une crise... oui, je comprends. Mais un Gaspésien qui va travailler, par exemple, au Manitoba, va profiter de ces 5 semaines supplémentaires-là s'il revient vivant? Non. Non? Non. OK. Non. Faut que tu restes au Manitoba. Faut vraiment, là, faut vraiment demeurer au Manitoba. OK. Oui. Parce qu'on a quand même beaucoup de gens ici qui font la navette pour aller, aller travailler de l'autre côté. Fly-in, fly-out, là. Oui, ça, on n'a rien pour eux autres. Oui, non. OK. Ils font partie, là, c'est vraiment là, attitré à l'adresse là, à laquelle tu fais ta déclaration de revenus. Et si on avait un gros problème de pêche éventuel, que la saison, on aurait un marasme, peut-être qu'on pourrait rajouter la Gaspésie là, dans les régions qui pourraient être desservies par un tel programme là, d'expansion du chômage là, pour... oui. C'est quoi? C'est ponctuel parce qu'il y a une crise économique dans ce coin-là, dans ces secteurs-là? Exactement. On a parlé beaucoup dans Rocher-Percé, le fait que la population vieillit. Si on peut aider avec le chômage, ces aidants naturels qui sont en place, là, c'est un bon coup. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut rapporter. C'est un bon coup. L'autre chose aussi, moi, ce que j'espère beaucoup aussi, c'est qu'avec l'allocation canadienne aux enfants, parce qu'on a vraiment un enjeu démographique qui est majeur en région. Puis je vous dirais, là, même là, de ramener des nouvelles familles, puis on a des entreprises aussi qui sont en difficulté parce qu'on est aussi en pénurie de main-d'œuvre en région, là. Il y a ça aussi, là, autant dans le secteur des pêches. Écoutez, la moyenne d'âge dans les usines, on parle de 60 ans. Là. Je rencontrais quelqu'un en fait semaine passée là, qui va rentrer bientôt. La personne a 71 ans. Oui, votre gouvernement a remis l'âge de la retraite à... C'est ça, de 67, on a ramené ça à 65 ans. Puis pour moi, ça aussi, c'était majeur parce que les gens qui travaillent dans des secteurs saisonniers, dans le secteur des pêches, en forêt, c'est des gens qui physiquement travaillent très dur. Fait on s'entend que 2 ans, là, de 65 à 67 ans, là, tu peux avoir... Là, puis moi, j'ai vu ça là, quand je travaillais dans la santé, problème d'arthrose, problème d'arthrite, puis... tu sais, usure prématurée là, au niveau physique. Mais si quelqu'un veut continuer de travailler, écoutez, c'est fantastique, là. Mais pour la personne qui, elle, on n'avait pas à pénaliser ces gens-là, là, puis dire, ben écoutez, là, vous avez droit là, de prendre votre retraite à 65 ans. Ça fait que ça, c'est majeur. Mais on aimerait pouvoir ramener
des gens, ramener des familles, ramener des jeunes. Puis il y a du travail aussi qui se fait. Moi, il y a des représentations aussi auprès du ministre de l'Immigration, M. McCallum, pour dire, écoutez, là, on a besoin de nouveaux arrivants en région, on a besoin... ça, je l'ai dit pendant la campagne. Pourtant, ils ne nous ont pas envoyé de grands débarquements, ils ne nous ont pas, pas ciblé. Puis les milieux doivent vraiment... terre d'accueil. On doit se préparer, puis on va avoir beaucoup plus. Là, on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont arriver au cours de l'année 2016 au Canada, puis on se doit là, d'avoir cette ouverture-là, puis c'est un plus pour les régions là, de les accueillir, puis de pouvoir aider, puis ça va nous permettre chez nous de garder nos écoles, de garder nos institutions financières, de garder, puis d'arrêter d'avoir nos fermetures. En tout cas, si vous avez le bras long et vous perdurez dans vos bons travaux, ça peut être bien, mais en attendant, on a des problèmes de garderie, on a des problèmes de transport. Comment voulez-vous amener des nouvelles familles en Gaspésie? C'est complètement impossible. Il n'y a rien de tentant encore. Mais il y a du travail qui se fait, puis qui doit continuer de se faire, puis on doit travailler à vendre la région, puis on doit travailler aussi à faire reconnaître l'importance des régions, parce que les ressources naturelles sont en région. C'est quand on parle d'occupation de territoire, et puis là, il faut sortir de cette spirale-là à l'effet qu'effectivement, on perd des gens, puis c'est pas tentant de venir vivre en région, parce qu'il y a une qualité de vie qu'il y a en région qui est exceptionnelle. Et je peux vous dire aussi que d'être au niveau, qu'être ministre au Revenu national, ça ouvre des portes aussi, tu sais, ça permet de pouvoir rencontrer des directions d'Air Canada, ça permet de rencontrer les directions de Via Rail, ça permet de rencontrer, ça fait qu'il y a un travail de fond qui se fait actuellement, puis on peut pas, comme je disais, là, moi, je peux pas régler dans 6 mois, non, 20 années d'opposition, et là, je le réalise encore plus, le fait d'être au pouvoir, là, ce que ça a provoqué. Ça fait que de rétablir les liens, de rétablir les contacts, on fait partie du Canada, on a des enjeux qui sont majeurs, des enjeux au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, puis il y a du travail important qui se fait, puis je vous dirais... même moi, là, dans les contacts que j'ai avec... puis cette année, là, j'étais très contente au niveau de l'École des pêches et d'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Puis il y a beaucoup de travail qui s'est fait en milieu municipal lorsque j'étais préfet. Mais là, on commence à voir les retombées. Puis on me disait, à ma dernière venue, le directeur disait, écoutez, là, on a un joyeux problème parce qu'on a un problème de stationnement. On n'a plus assez de place dans le stationnement. Donc, c'est des jeunes, puis d'intéresser les gens à ce qui se passe chez nous, puis de tenir un discours qui est positif, parce que oui, il y a des choses qui se passent, en région, puis il y a des gens qui travaillent très fort, mais souvent, au niveau des nouvelles, ce qu'on entend, c'est plus ce qui est négatif que ce qui est positif. Ouais. Hein? Mais il y a quelque chose de bien de préconiser la jeunesse, de mettre l'éducation en avant-plan pour un gouvernement fédéral. Ça veut dire que quand on veut crier pour notre région, on sait où aller appuyer. Si on parle de jeunesse, de développement de l'éducation, je présume que ça devrait être des trucs on pourrait utiliser pour se faire entendre au Canada. Oui, puis on veut parler quand on parle de jeunesse, on parle aussi on parle de relève, on parle d'innovation, puis on a des entreprises qui sont innovantes dans notre milieu. Si on parle d'éolien, avec la cimenterie qui va être en place, puis qui va commencer là, ses opérations au début de 2017, où on parle déjà aussi de production d'algues à la consommation. On est en recherche et développement. On est vers les nouvelles industries. Le secteur des pêches aussi, il y a des transformations qui vont avoir lieu dans le secteur des pêches. Puis là aussi, là, on n'embarque pas qui veut aujourd'hui sur un bateau. Là, ça prend de la formation. Puis il faut revaloriser aussi nos domaines d'activité qui chez nous, là, écoutez, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Puis même, là, il y a beaucoup de travail qui se fait actuellement au niveau du tourisme.
Puis d'ailleurs, j'ai eu l'occasion la semaine passée d'assister au caucus du tourisme et d'avoir les représentants des compagnies aériennes, des représentants du tourisme au Canada, du secteur hôtelier, des représentants des aéroports. Puis écoutez, là, on pourrait faire une émission juste là-dessus, sur l'information qui m'a été donnée, puis tout le travail qu'il faut faire à ce niveau-là. Parce qu'on est aussi une destination touristique, la Gaspésie. Puis des destinations touristiques où ça prend de la main-d'œuvre qui va être qualifiée pour recevoir un touriste de destination. On parle d'une destination internationale, de gens qui ont voyagé. C'est beau, la couleur locale. Moi, je suis entièrement là, d'accord avec ça, mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Puis à ce moment-là, on est plus dans la formation, puis d'aller chercher de la relève aussi pour nos entreprises de chez nous, là, en tourisme. Bien là, vous voyez, j'entends bel et bien les problèmes régionaux, là. Vous êtes encore branché, à Grande-Rivière. C'est intéressant à entendre. Ce budget-là déposé, je pense qu'il n'est pas... c'est pas une brique à lire, là. Il est quand même facile d'accès. On revoit les bonnes valeurs libérales qui sont de retour. L'assurance-emploi, ça nous a touché beaucoup. J'aimerais ça quand même nous laisser un petit peu justement sur cette possibilité de développement et cette possibilité de transport, là. Je sais que vous avez cité, rencontrer les compagnies aériennes, c'est important pour vous. On en a parlé au début, c'était dur de se rendre aux îles de la Madeleine, les problèmes de pistes pas assez grandes, trop courtes. On va en parler. On peut en parler un peu du transport, même si vous ne savez pas votre... On peut parler du transport dans mon comté. Moi, je peux vous dire que j'ai rencontré environ 3 semaines passées, là, à mon retour de mon dernier voyage, j'ai rencontré M. Siciliano Desjardins, qui est le président de Via Rail. Puis, je suis toujours en contact avec la Société des chemins de fer, avec le gouvernement du Québec aussi. J'ai rencontré à quelques reprises M. Sébastien Proulx, du moment qu'il a été nommé ministre de la Région. Premièrement, le féliciter, puis dire, écoutez, on va travailler ensemble, on va travailler en collaboration. Et voici là, quels sont les enjeux de la région. Ça fait qu'il y a tout un travail terrain qui se fait, qui n'est pas toujours sur la place publique, mais qui est important pour faire cheminer les dossiers. Puis, il y a eu une belle réception de Via Rail, puis c'était vraiment là, de travailler là, à peut-être commencer là, à ouvrir des portes avec qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, là, puis toujours là, de regarder à court, moyen et long terme. Fait que c'est certain, là, puis je reste avec la même position que j'avais pendant la campagne électorale, dire si les gens me demandent, est-ce que le train va revenir à Gaspé au cours de l'année 2016-2017? Non, le train ne reviendra pas à Gaspé. Mais est-ce qu'on peut ramener, est-ce qu'il y a des possibilités de ramener, au moins de faire un bout, puis peut-être de ramener le train jusqu'à New Carlisle? Oui, il y a une ouverture qui est là. Comment est-ce qu'on peut justifier de réparer un tronçon de 20 millions, se rendre jusqu'à, par exemple, Port-Daniel, et après ça, faire, le tronçon d'à côté est à 20 millions, il nous permettrait de nous rendre à Gaspé. Comment qu'on fait, tu sais, pour juger qu'un tronçon est plus favorable qu'un autre, là? C'est vraiment quelque chose. Oui, puis c'est pas facile, puis je vous dirais qu'en termes en termes de région, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte un petit peu de tout ce qui est politique pour ramener ça dans la réalité, puis donner aussi la bonne information aux gens. On n'est pas là, en tout cas moi personnellement, je ne suis pas là pour me faire du capital politique puis que tout le monde m'aime. On est là pour prendre des décisions, puis il y a des décisions qui vont se prendre à plus court terme, puis il y a des décisions à long terme, parce qu'il faut toujours regarder en termes aussi de rentabilité. Oui, c'est sûr. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est une certaine rentabilité? Mais peu importe le moyen prix, c'est de se rendre, premièrement, à avouer que la population est prise en otage, là, on peut pas bouger, mettre une grand-mère sur un autobus à 1h du matin à Québec pour pouvoir avoir de la visite, c'est impossible. Oui. Comment attirer du tourisme, sauf les fortunés en avion? À un moment donné, il y a vraiment... le monde a l'impression qu'ils ne savent plus où aller cogner. C'est quoi qui va sortir en premier? Un horaire de plus d'autobus, un mini-rail? Il y a quand même beaucoup de possibilités qui ont été ouvertes.
Mais vous savez, on parle d'autobus. Il y a eu la semaine dernière la Commission nationale des transports. Il y a eu des mémoires qui ont été déposées dans la région. Il y a eu des représentations qui ont été faites dans la région. Et moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que, puis, il y avait quelqu'un qui a été en place du début à la fin, qui a assisté à la commission, et personne qui a témoigné n'a parlé de l'horaire de l'autobus. Personne. On a parlé d'avoir un petit peu plus d'arrêt. On a parlé de faire le tour de Gaspésie, mais personne n'a parlé de modifier les heures pour rendre ces heures-là plus conviviales. Plus humaines, parce que, écoutez, je l'ai pris l'autobus, je l'ai vu, là, ça fait que pour moi, c'est pas normal qu'on parte de Québec à 1h moins quart du matin. Puis je le dis encore aujourd'hui, ça fait que j'ai rencontré M. Sébastien Proulx, je lui ai écrit, on a des recommandations qui sont faites dans ce sens-là. Écoutez, on doit tenir compte de ce que dit la population, puis de voir aussi ce qui se passe sur le terrain. Ça fait que moi, c'est pas normal, 1h moins quart du matin, puis ça ne sera jamais normal. Mais c'est ça, mais tant qu'on va sortir les exercices pécuniers, les exercices financiers, avant le besoin de la population qui est descendante, qui est vieillissante, on n'aura jamais rien. Et c'est le gros nerf de la guerre, là, c'est qui va mettre de l'argent où. Vous, ce qui vous touche beaucoup, on l'a entendu, ça serait d'avoir un aéroport régional. Oui, un aéroport régional qui a été demandé, il y a eu des assises sur le tourisme, ça a été demandé par les gens du milieu, ça a été demandé par le milieu des affaires. Non, on est encore actuellement au niveau de la discussion, puis ça va faire partie du travail, du travail terrain qui est important, puis que je vous dirais que quand les chambres de commerce se mettent ensemble, ils poussent. Mais ils vont être obligés de s'entendre à savoir ça va être laquelle qui va être nommée comme ça. Oui, mais il y a des études qui peuvent se faire. Mais l'objectif, c'est de voir notre région parce que ça va être gagnant pour l'ensemble du territoire. Et si on ne travaille pas ensemble, si les élus ne travaillent pas ensemble, si le milieu de l'entreprise ne travaille pas ensemble, moi, je peux vous dire que peu importe le député qu'on mettra en place, il sera ministre comme il voudra, il ne pourra pas porter sur ses épaules tout seul le développement de la région. Ça va être un travail de concertation, puis un travail commun puis de pousser en disant « Oui, regarde, on est tout le monde, là, on pousse dans le même sens. » Est-ce que vous pouvez parler à certaines personnes que vous rencontrez pour nous aider, mais au niveau de l'autobus, le fédéral n'a rien à dire. Au niveau du train, il détient la locomotive, mais pas l'infrastructure pour le faire rouler. Et l'avion, le fédéral, ce qu'il peut dire, il peut accepter de nommer un aéroport régional. Oui, mais au niveau du rail, le fait parce que Via Rail, c'est aussi subventionné par le fédéral, et d'avoir des ouvertures par Via Rail, puis de se faire dire, écoutez, oui, on serait intéressé on a l'ouverture de pouvoir peut-être se rendre jusqu'à New Carlisle. On peut commencer par ça. Est-ce qu'ils ont étudié les petits chariots, là? Il y avait une association une coalition pour l'avenir du train en Gaspésie qui proposait d'utiliser des petits wagons plutôt qu'un grand rail, puis lui pourrait se rendre plus loin sur le réseau, plus ou moins en bon point. Oui, mais actuellement, avec les informations, les informations que j'ai, c'est que tant que les ponts et les ponceaux ne seront pas vraiment là, à toute épreuve, c'est sûr qu'il ne pourra même pas y avoir de rail, de train léger, même si le train est très léger. Parce que dans les explications aussi qu'on me donnait, c'est écoutez, s'il y a un affaissement du pont, Via Rail pourrait être tenu criminellement responsable des... OK. Ça fait que ça n'a pas avancé. Puis au niveau des aéroports, il n'y a pas encore... Au niveau des aéroports, on est encore en discussion. Moi, j'ai une rencontre la semaine prochaine à Gaspé où je rencontre toutes les chambres de commerce. Mais les gens, il faut qu'ils se déplacent pour se faire entendre aussi, là, parce qu'on parle de 3 grosses MRC qui vont... Bon, il y a des préfets qui ont plus le goût de se battre pour l'avoir. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est une patate chaude un peu, là. C'est ce que... Mais il va y avoir...
il va y avoir du gros travail politique à faire là-bas, là, déjà pour s'entendre, savoir ça va être lequel, si ça fonctionne. Oui, mais moi, là, je pense qu'avec les bons éléments, puis les bons arguments, puis la bonne information, les gens sont en mesure, vont être en mesure de prendre là, la bonne décision. La bonne décision, puis on va être en mesure de bien vendre les choses à la population. Tu sais, vous savez, Parce que si vous, on préconise, par exemple, Bonaventure comme aéroport régional, vous allez suivre ce mouvement-là? Bien, écoutez, si Bonaventure est préconisé, on va y aller avec le mouvement, là, puis, mais ça va être assis sur quelle est la meilleure proposition, quelle est la meilleure décision, quelle aurait été la meilleure évaluation, puis on va y aller avec ça. C'est, tu sais, là, on parle de données probantes, puis qu'on va arrêter, là, d'aller avec on pense que, puis peut-être que, puis... fait que quand un dossier est bien assis, il a bien été expertisé, puis écoute, on a tout ce qu'il faut, puis on est capable d'expliquer le pourquoi, bien, on va y aller dans ce sens-là. Ça fait va falloir premièrement passer à travers ça avant de déposer la demande qu'on veut notre aéroport régional à telle place. Exactement. Fait que peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être mis en branle à l'automne. Écoutez, il y a des discussions, là, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Moi, je continue de travailler avec le milieu, puis en espérant puis ça, je l'ai dit, là, j'ai rencontré des chambres de commerce, là, durant la période des fêtes, puis je disais, écoutez, tant que le milieu se chicane, je peux vous dire que ça fait l'affaire de bien du monde, parce que ailleurs ça se développe, puis nous, ben, on continue de chicaner, puis les dossiers avancent pas. Ça fait que tout le monde a une responsabilité, là, puis on a une responsabilité sociale, là, vis-à-vis du milieu. OK. Bien, merci d'avoir fait ce survol avec nous du budget, de vos bons coups, comment vous êtes capable d'œuvrer là-dedans aussi. Puis on vous souhaite la meilleure des chances et à nous aussi pour le développement.